Bonjour, j'ai lu Dieu, la science, l'épreuve, l'homme d'une révolution de Michel-Yves Bolloré et Olivier Bonnassy. C'est un livre d'apologétique chrétienne qui tente de faire un panorama des différents arguments récents et anciens en faveur de l'existence de Dieu, avec un focus tout particulier sur certaines découvertes du XXe siècle qui, selon eux, appuieraient scientifiquement leurs conclusions. Les deux auteurs sont respectivement ingénieurs en informatique et polytechniciens, ce qui explique, je pense, la très forte dominance maths-physique des faits scientifiques énoncés dans la première partie du livre. Malheureusement, ils ont tenté une petite excursion dans le domaine de la biologie, au chapitre 11, et j'ai clairement senti que ce n'était pas leur champ de compétences. Je me demande même si les quelques collaborateurs spécialisés dans les sciences de la vie et de la Terre, mentionnés à la fin du livre, ont vraiment lu le bouquin, car il y a des énormités étonnantes. Bref, je me présente rapidement, je suis enseignant des SVT dans le secondaire, dans un établissement catholique. Je confirme donc, d'après ce que je constate auprès de certains élèves, qu'il est tout à fait possible d'être croyant et d'aimer la science, et j'ajouterai même d'en faire correctement. D'ailleurs, cette vidéo est faite pour être écoutée par des croyants. Même si je vais être un peu taquin et critique par moments, et c'est sans méchanceté aucune, ma parole n'est qu'amour, je ne vais pas réfuter l'existence de Dieu. Je vais juste vous montrer qu'il faut éviter de défendre sa croyance avec des arguments que l'on ne maîtrise pas. Ça évite les moments désagréables où on se sent ridicule quand on tombe face à quelqu'un qui s'y connaît. Clairement, les arguments de l'Adam chromosomique et de l'Ève mitochondriale, ou le calcul de la probabilité d'une suite d'acides aminés constituant une protéine, ça peut aller pour convaincre un primate lambda, mais si vous tombez sur un biologiste, il va rigoler. Et en plus, vous allez participer au cliché du croyant totalement inculte en sciences, en faisant la preuve que vous ne maîtrisez même pas le b.a.-ba des sciences du vivant. Comme il y a vraiment beaucoup de choses à dire, je vais faire quelques efforts de vulgarisation, mais si vous ne connaissez absolument rien en biologie, ça peut être un peu dur de suivre des fois. Mais ce n'est pas grave, laissez ces passages de côté, la majorité des arguments sont facilement compréhensibles. Donc c'est parti pour un survol du livre. Je vais commencer par tout ce qui me semble être des erreurs factuelles concernant les sciences du vivant. Ensuite, j'expliquerai pourquoi les scientifiques, même croyants, ne font pas intervenir Dieu dans leurs recherches. Et enfin, je pense qu'il sera nécessaire de réexpliquer ce qu'est une preuve en science, car les auteurs semblent en avoir une conception assez floue. Alors, ce chapitre 11, qu'est-ce qu'il nous dit ? Eh bien déjà, il démarre mal, avec cette confusion gênante qui règne aux pages 227-229. On nous parle de la plus petite cellule vivante, qui pour une taille de 0,2 micromètre est clairement une bactérie, et après on apprend qu'elle a un noyau. Mais quel biologiste aurait pu écrire ça ? Peut-être alors voulait-il parler des picocaryotes, mais ils sont quand même 10 fois plus gros. Et après on a une vue d'artiste d'une cellule clairement eucaryote avec des mitochondries qui font elles-mêmes déjà plusieurs micromètres. Mais c'est n'importe quoi. En gros, pour illustrer le plus simple et le plus ancestral des organismes vivants, ils utilisent une illustration d'un eucaryote endosymbiotique qui a déjà sûrement plus d'1 milliard d'années d'évolution, et je suis gentil. Enfin, si on résume l'argument avec un peu de recul, les auteurs nous disent que l'organisation du vivant est tellement improbable qu'elle ne peut être le fruit du hasard. Eh bien c'est vrai, aucun biologiste ne suppose qu'une cellule eucaryote s'est spontanément associée par hasard à partir de ses constituants élémentaires. Et c'est pareil pour Lucas qui était prokaryote au passage. Lucas, donc cette hypothétique première cellule qui serait l'ancêtre commun de tous les organismes vivants actuels, était déjà une cellule et donc le fruit d'une longue histoire évolutive d'au minimum une centaine de millions d'années, ce qui est énorme. Je rappelle aux créationnistes que seulement 6 millions d'années nous séparent de notre dernier ancêtre commun avec le chimpanzé. Il peut s'en passer des trucs pendant autant de temps. Mais alors, comment sont apparues les cellules ? Eh bien, j'aborderai la question un peu plus tard, mais c'est exactement le genre de page qui ruine le sérieux du livre. Ensuite, on a le calcul de l'assemblage spontané et par hasard d'une protéine de 1000 acides aminés, ce qui donne bien sûr un résultat totalement inimaginable. Pour vous montrer à quel point ça n'a aucun sens de raisonner comme ça, je vais prendre l'exemple du SARS-CoV-2, le virus qui donne la Covid-19. Entre la protéine spike du premier virus émergent à Wuhan et le variant Omicron, il y a 42 acides aminés de différence. Comme il existe une vingtaine d'acides aminés en tout, on a à peu près une chance sur 20 fois une chance sur 20 fois une chance sur 20, etc., 42 fois, d'obtenir la protéine spike du variant Omicron à partir de la souche initiale, soit une chance sur 20 puissance 40, ce qui est absolument improbable. Alors du coup, j'en conclus quoi ? Que le variant Omicron n'a pas pu apparaître par hasard ? Alors les complotistes qui sont en train de se dire que du coup c'est la preuve qu'il a été designé volontairement et fabriqué dans un laboratoire, calmez-vous. Le problème ici est que les auteurs n'ont pas compris ou ne veulent pas comprendre la place du hasard dans l'évolution. Alors comment ça se passe, où qu'il est le hasard ? Eh bien à plusieurs niveaux. Premièrement, à chaque génération, des nucléotides vont changer dans la séquence du gène de la protéine spike, car la polymérase, l'enzyme qui copie l'information génétique, fait des erreurs par hasard. Il y a 3820 nucléotides, 3 possibilités restantes à chaque fois, donc 11 460 mutations uniques par substitution possible. Je simplifie un peu en prenant qu'un type de mutation. Parmi ces mutations, certaines peuvent être désavantageuses, voire rédhibitoires, mais aussi neutres ou avantageuses pour la diffusion du virus. Imaginons que seulement 0,1% des mutations non silencieuses soient viables, c'est-à-dire qu'elles n'entraînent pas immédiatement la mort du virus,
et que la polymérase fasse environ une erreur sur 10 000 bases. Eh bien, au bout d'un millier de réplications, une mutation viable peut survenir. Sachant que le virus se copie des milliards et des milliards de fois, même s'il existe des systèmes de correction qui abaissent le taux d'erreur à 1 sur 10 millions, finalement, la probabilité qu'une mutation apparaisse est très élevée. Et c'est bien ce que l'on observe. Mais une fois cette mutation faite, la probabilité d'en avoir une nouvelle redémarre à zéro. C'est seulement la probabilité d'avoir une suite particulière de mutations qui autorise à faire un calcul de probabilité conditionnelle. Un mathématicien ne devrait pas faire cette erreur. Ainsi, chaque étape menant au variant Omicron est peu probable mais réalisable, mais la suite d'étapes menant au variant Omicron est parfaitement improbable. Cependant, il ne faut pas s'étonner a posteriori d'un résultat qu'on ne pouvait pas prédire à l'avance. Donc ce qui a vraiment une chance sur 20 puissance 40 de survenir, C'est de remonter le temps, puis de le laisser se dérouler à nouveau, et que le même variant Omicron apparaisse une deuxième fois à l'identique. Le fait que des variants apparaissent et que des chemins évolutifs soient explorés n'est pas du tout, mais alors pas du tout extraordinaire. Si on pouvait faire cette expérience, on observerait sûrement l'apparition de nouveaux variants plus contagieux, car ce sont des chemins évolutifs possibles, mais on n'observera sûrement pas exactement les mêmes. Toutes les possibilités de mutation ne surviennent pas. Seule une infime partie des variants possibles apparaît, et seule une infime partie de ces variants surviennent et se répandent. En se diversifiant, les entités biologiques capables de réplication vont explorer aléatoirement une partie infinitésimale des chemins évolutifs possibles. Comme beaucoup de chemins sont convergents, à cause de différentes contraintes évolutives, les résultats se ressemblent parfois. Plusieurs animaux ont des ailes ou des yeux, plusieurs virus ont des capsides icosaédriques, plusieurs organismes marins ont des nageoires, mais chaque voie évolutive est différente. Pour faire court, mais je tiens à le préciser quand même, le hasard intervient à d'autres niveaux. Il est tout à fait possible qu'une mutation ultra avantageuse pour le virus apparaisse chez une personne, mais imaginons que ce soit un marin seul en pleine mer et que son bateau coule, et bien cette mutation va disparaître peut-être à tout jamais. Ou une mutation neutre apparaît chez un serveur dans une boîte de nuit avec une grande probabilité de transmission à un grand nombre de personnes, et hop, cette mutation sans avantage se retrouve largement diffusée. On appelle ça la dérive génétique. Passons maintenant à l'analogie entre la voiture et la cellule. Les auteurs comparent la complexité d'une voiture moderne à celle d'une cellule eucaryote, et ils s'étonnent qu'une chose si aboutie soit apparue par hasard. On a là un remake du célébrissime argument de l'horloger, argument 1000 fois éculé d'ailleurs. Alors attention, révélation internationale, les biologistes savent répondre à cette question, ils ont la réponse depuis 1859. Bon, j'avoue, ce n'est pas très connu, ça s'appelle la sélection naturelle et ça a été théorisé par un obscur personnage, Charles Darwin je crois. Je ne vais même pas vous faire l'offense de réexpliquer le mécanisme, en gros, c'est un peu le même que ce qui se passe pour le virus. Sérieusement, ce passage est hallucinant. Ils ne font même pas l'effort de parler de Darwin et de sélection naturelle pour au moins tenter de les réfuter. Les auteurs finissent tout de même par mentionner ces mécanismes 2 fois, mais pas dans les chapitres dédiés aux vivants. Une fois à la page 173 et aussi 120 pages plus loin après le chapitre 11. Les auteurs nous expliquent alors l'histoire du vivant de façon un peu maladroite, mais avec au moins une idée d'évolution. J'ai l'impression que s'ils font ça là, c'est parce que du coup ça leur permet de faire du concordisme grossier avec la description faite par la genèse de l'origine de l'homme. Mais je vais être fair play et chercher ce qu'il y a de plus pertinent dans l'argument. Les auteurs nous disent qu'il existe le même saut évolutif entre les pièces détachées d'une voiture et un véhicule fonctionnel qu'entre les différents constituants d'une cellule et une cellule vivante. Ils expliquent ça pour nous montrer que la mise en évidence de la synthèse spontanée des molécules organiques comme les sucres, les acides aminés ou les nucléotides sur la Terre primitive ne permet pas d'expliquer l'apparition de la vie. En effet, ces molécules sont à la cellule ce que les pièces détachées sont à la voiture. Alors là, franchement, c'est un peu vite évacuer la question. Car si je prends un peu de boue sur laquelle je balance 2-3 éclairs en conditions réductrices et que je vois apparaître des pistons, des pneus et des engrenages, c'est difficile d'affirmer que cela ne constitue pas un indice. Enfin, c'est déjà énorme. Et personne ne s'attendait à voir spontanément émerger des cellules eucaryotes dans l'expérience de Miller. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'est pas facile de donner une définition claire du vivant, car il n'y a pas de frontière ontologique nette entre la matière inerte et le vivant, mais bien une continuité chimique. Je ne comprends d'ailleurs pas sa remarque sur un métabolisme qui resterait inerte en présence de tous les composants nécessaires à son fonctionnement. Je suis désolé, mais si on met dans une éprouvette toutes les enzymes et les substrats nécessaires pour le cycle de l'acide citrique, eh bien ce métabolisme démarre. Et on peut même faire beaucoup plus fort. Si on cryogénise une cellule, on a alors bien tous les composants présents de façon inerte, et quand on la réchauffe, elle se remet à marcher. Bref, mais oui, je leur accorde, il existe bien un saut quantitatif, mais non qualitatif, de complexité entre un amas de pièces détachées et la plus simple des voitures fonctionnelles des années 1800. En effet, il n'existe pas actuellement de modèle décrivant une transition complète entre le non-vivant et le vivant, et pour une bonne raison, nous n'avons aucune trace fossile de la chimie prébiotique. Et la radiation évolutive des cellules semble avoir phagocyté tous les métabolismes primitifs grâce à leur extrême capacité à capter les éléments pour leur reproduction. Du coup, ce n'est pas facile de reconstruire cette histoire avec si peu d'indices. Mais des pistes sérieuses sont explorées, comme l'hypothèse d'un monde fer-soufre de surface ou celle des alvéoles minérales de Martin et Russell. Et oui, c'est ça la science, quand on ne sait pas, on cherche. La piste du virus est évoquée un moment,
pour nous rappeler encore une fois qu'ils sont incapables de se répliquer seuls et dépendent d'un autre, donc ne peuvent pas être à l'origine de la vie. Et c'est vrai, il y a un consensus scientifique comme quoi la simplicité des virus est une conséquence de leur mode de vie et non un indice de leur ancestralité. Ils sont d'ailleurs apparus plusieurs fois au cours de l'évolution, comme quoi les scientifiques arrivent à travailler assez sérieusement pour réfuter des hypothèses séduisantes. On apprend ensuite que l'ADN est rédigé, orthographié même, que c'est un programme sophistiqué avec un code incroyablement complexe, finement réglé, etc., etc. Pour cette maladresse, je veux bien leur faire amende honorable, la métaphore du programme informatique et les phrases ambiguës sur l'ADN sont largement de la responsabilité des scientifiques eux-mêmes. Mais on en est revenu. Il n'existe pas de programme génétique, mais des impulsions qui s'expriment différemment selon l'environnement. Le code génétique n'est pas incroyablement complexe, il est très simple, 3 nucléotides codent pour un acide aminé, et il n'est pas rédigé, il est construit par un processus de variation hérédité-sélection. Il n'est pas non plus finement réglé, mais en équilibre dynamique avec son environnement. Si vous n'êtes pas convaincu, rappelez-vous qu'il existe tout un tas de maladies génétiques, de cancers, de fausses couches qui sont dues au fait que l'ADN n'est pas parfait. Et que l'équilibre dynamique gène-environnement peut souvent se rompre, ça s'appelle la mort. Enfin, comment un Dieu infiniment intelligent, capable de concevoir un univers finement réglé par des constantes jusqu'à la 120e décimale, aurait-il pu faire un système génétique qui fait autant d'erreurs? Évidemment, ça, il n'en parle pas. Et puis il faut arrêter avec ces illustrations de l'ADN qui ne veulent rien dire, comme à la page 261. C'est quoi ces petites boules-là? Et puis ces sillons qui font tous la même taille, c'est n'importe quoi. Enfin, il y a quand même une question intéressante dans ce chapitre. Elle est posée par Pierre-Gilles de Gênes dans la citation page 247. Il nous dit « Ce qui m'intrigue, c'est le fait que le code génétique soit toujours le même, alors que la vie a inventé des solutions très diverses. J'ai du mal à croire qu'un seul type de code puisse s'imposer par sélection naturelle. » Cette remarque est vraiment intéressante et il y a plusieurs réponses possibles. Déjà, il existe pas mal d'exceptions, comme un 21e acide aminé parfois présent, la sélénocystéine, codée par UGA, et même un 22e, la pyrrolysine, codée par UAG chez quelques archées et eubactéries. Normalement, ces codons sont des codons stop. Dans nos mitochondries, AUA code pour la méthionine et non l'isoleucine. Le codon CUG code pour la sérine et non la leucine chez des espèces de champignons candidats, et on ne va pas tout lister car ce serait trop long. Et de toute façon, les scientifiques s'accordent à dire qu'il s'agit plutôt d'une diversification postérieure à l'UCA, plutôt que les traces d'une diversité originelle. Mais c'est vrai que ces modifications sont globalement rares, et ça peut se comprendre. Un changement dans le code génétique peut avoir des conséquences tellement drastiques qu'elles seront toujours non viables. Beaucoup de gens voient la théorie de l'évolution comme la théorie expliquant la diversité des espèces et les variations du vivant. Mais il ne faut pas oublier que le deuxième titre du célèbre livre de Darwin, L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle, est la préservation des races favorisées dans la lutte pour la vie. Et oui, la sélection naturelle est avant tout une force conservatrice. Elle élimine, élague, supprime une grande partie des variations qui apparaissent sans cesse. Quand un humain regarde la nature, il voit une grande diversité de formes qui semblent toutes différentes. Mais quand un biologiste regarde la biodiversité, il voit ce qu'on ne voit pas. Une profonde unité des formes vivantes et l'infinité d'échecs, d'erreurs, de cul-de-sac et de voies possibles non explorées par l'évolution. Si nous pouvions remonter au début de l'Archéen, il y avait sûrement une diversité de codes génétiques, mais aussi de choix de chiralité des sucres ou des acides aminés. Le nombre d'acides aminés utilisés était plus petit pour chaque organisme, mais il devait exister une diversité de combinaisons codons-acides aminés assez grande. Si un seul de ces codes s'est imposé par sélection darwinienne, je fais le pari qu'une petite série de coups de chance a précédé l'acquisition des avantages sélectifs décisifs ayant permis la radiation évolutive rapide d'une seule forme de vivant. Mais si on remonte le temps et qu'on laisse l'évolution se dérouler une deuxième fois, je ne serais pas du tout étonné que notre code génétique soit quelque peu différent. Allez, un dernier truc sur l'ADN. Vous vous demandez comment une molécule si complexe a pu apparaître par hasard? Eh bien peut-être aurait-il fallu poser la question à un biologiste. Il vous aurait expliqué que tous les modèles convergent pour dire que l'ADN est apparu secondairement dans l'évolution et qu'il a été précédé par des acides nucléiques plus simples de type ARN à fonction ribosime, comme le fait très fortement suspecter l'ARNR 23S28S de la grande unité ribosomale. Une autre phrase qui m'a bien fait rire, c'est, je cite, « Comment expliquer l'existence des enzymes et leur présence au bon endroit au bon moment? Personne n'a la réponse. » Fin de citation. Premièrement, je ne comprends pas bien la relation entre cette conclusion et le paragraphe précédent, mais imaginons que je la prenne au pied de la lettre, donc pour ce qu'elle est censée vouloir dire. Les auteurs s'étonnent que des enzymes soient présentes dans les cellules qui en ont besoin au moment où il y en a besoin. Mais c'est totalement paradoxal avec leur argument précédent, qui voulait que l'ADN est un programme sophistiqué finement réglé. Bah oui, l'expression des gènes est régulée dans la cellule, et les exemples sont innombrables. S'il a vraiment lu Jacques Monod, qu'il cite dans Le hasard et la nécessité, il aurait pu voir l'exemple de l'opéron lactose, une suite de réactions chimiques parfaitement aveugles qui permet à une bactérie d'exprimer les bonnes enzymes nécessaires à l'utilisation du lactose seulement quand le lactose est présent dans l'environnement. C'est ce que l'on voit sur cette image. Le gène LAC-I, quand il est exprimé, fabrique une protéine qui se fixe sur l'opérateur qui précède les gènes LAC-Z, LAC-Y et LAC-A.
Du coup, il bloque l'arrivée de l'enzyme qui va permettre la lecture de ces gènes et donc la fabrication de ces protéines. Quand le lactose n'est pas présent, la cellule ne fabrique pas les enzymes qui lui permettent de le digérer. Mais si le lactose est présent dans la cellule, alors il va se fixer sur la première protéine qui va changer de conformation, elle ne pourra plus se fixer sur l'ADN et du coup ne pourra plus bloquer la lecture des gènes. Ainsi, les 3 gènes vont être lus et fabriquer les enzymes nécessaires à la consommation du lactose. Et voilà, nous avons répondu à la question, nous savons pourquoi certains gènes s'expriment quand la cellule en a besoin. Allez, encore quelques petites maladresses avant de passer au gros morceau sur Ève et Adam. Il faut arrêter avec les nerfs et leurs impulsions électriques. Ce ne sont pas des fils de cuivre dans lesquels circulent des électrons, mais des différences de potentiel qui se propagent le long des membranes. L'information nerveuse est électrochimique. D'ailleurs, ce mécanisme est tellement fascinant qu'il ne peut avoir été que intelligemment designé. Vous l'aviez là, votre bonne preuve. Je plaisante, bien sûr, ça va, on peut rigoler un peu. Sinon, rien à voir, mais non toutes les publications du monde ne prennent pas la date du Christ pour référence. Vous trouverez souvent des datations en BP, en géologie ou en climatologie, ce qui signifie Before Present, et le présent de référence, c'est 1950. Un autre argument que je relie à la biologie par rapport à son explication, c'est le fait qu'on ne pourrait fonder le bien et le mal, ou le beau, de façon objective dans un monde matérialiste. Je le cite page 490. En effet, si Dieu n'existe pas, tout est permis. Le cosmos est le seul absolu, et il n'y a pas de différence entre un homme et un moustique. Ils ne sont que des sous-produits temporaires de la matière et de l'énergie. Il n'y a donc dans ce cas ni bien ni mal, et il n'y a pas de valeur morale objective. Que l'on écrase un enfant au moustique, ce n'est rien de plus qu'une réorganisation de la matière qui l'est constituée. Fin de citation. Pourtant, comme il le fait remarquer justement, l'essentiel des gens agissent selon des normes morales universellement partagées. Ainsi, quelle que soit la culture, il n'est pas très bien vu d'écraser un enfant, mais une sauterelle c'est moins grave. Un peu plus loin, il tente d'apporter l'explication évolutionniste en donnant 2 citations qui résument bien l'affaire. Voici la première. La moralité, ou plus exactement notre croyance dans la moralité, n'est rien d'autre qu'une adaptation mise en place pour réaliser nos fins reproductives. La base de l'éthique ne réside donc pas dans la volonté de Dieu. Deuxième citation. La théorie darwinienne soutient que la moralité ne marche tout simplement pas si nous ne la croyons pas objective. Elle montre que, en réalité, la moralité dépend de sentiments subjectifs, mais elle montre aussi que nous avons et devons avoir l'illusion de son objectivité. L'éthique, telle qu'on la comprend, est une illusion qui nous est imposée par nos gènes pour nous forcer à coopérer. Fin de citation. Pour réfuter cet argument, les auteurs nous proposent tout simplement que, je cite à nouveau, « Si vous estimez qu'il est insupportable de commettre certains actes, qu'il existe des actions absolument mauvaises, inenvisageables à aucun prix, et si vous refusez de toutes vos forces l'idée que votre sentiment d'obligation interne puisse être une simple illusion darwinienne, alors il faut en tirer les conséquences. » Fin de citation. Donc je résume sans caricaturer. Il existe une morale objective, car les auteurs refusent de toutes leurs forces l'idée que la morale soit une illusion darwinienne. Mais vous vous fichez pas un peu de nous, là? Vous êtes en train de nous dire que la preuve de l'existence d'une morale transcendante, c'est votre intuition subjective qu'il en existe une. Je sais même pas quoi rajouter. Bref, je vous rassure, l'essentiel des athées ne sont pas des êtres sanguinaires et immoraux. Ils partagent avec les croyants des idéaux moraux qui les poussent à préférer écraser des moustiques que des enfants. Savoir que la morale est un produit de l'évolution n'empêche absolument pas de la suivre avec plaisir. De la même façon, savoir que l'origine du plaisir que je tire à manger des choses sucrées est un artefact évolutif sélectionné pour me pousser à chercher des aliments ne retire en rien le plaisir que je ressens quand je mange des gâteaux. Je dirais même que retirer à la morale son statut de transcendance permet de la questionner et de l'améliorer. Si nous ne ressentons qu'un peu de dégoût à l'idée de rouler en voiture en émettant du CO2, ou d'acheter des objets peu chers fabriqués dans des conditions douteuses, ou encore de manger de la viande d'animaux élevés dans des conditions infâmes, c'est justement car l'évolution ne nous a pas doté des bonnes intuitions morales pour limiter la souffrance que nous infligeons à notre moi du futur, ou à des humains, ou à d'autres animaux très distants de nous. Passons maintenant à Adam et Ève. Page 346-347, les auteurs nous disent que diverses études sur le génome ont mis en évidence, par l'analyse de notre chromosome Y, qui se transmet de père en fils, que tous les hommes descendent d'un même père appelé Adam Y chromosomique. De même, l'étude de l'ascendance matrilinéaire réalisée sur l'ADN mitochondrial, qui se transmet par la mère, établit que l'humanité descendrait d'une seule femme appelée F chromosomique. Fin de la citation. Évidemment, il évacue rapidement l'idée qu'ils n'ont sûrement pas vécu à la même époque, et rajoute même en bas de page que les dates estimées entre 60 et 380 000 ans pour l'Adam chromosomique et 140 000 à 240 000 ans pour l'Ève mitochondriale, donc bien plus ancienne que la généalogie de l'Ancien Testament, ont été revues à 2 ou 5 000 ans avant Jésus-Christ. Alors là, vraiment, il s'agit d'une grossière confusion. Je suis d'accord sur le fait que ce n'était pas du tout malin pour des scientifiques d'utiliser les noms d'Adam et Ève, et qu'il n'est pas facile de comprendre que l'histoire des gènes ou des chromosomes n'est pas celle des individus, mais pour quelqu'un qui a bossé le sujet, comme les auteurs ont dû le faire pour ce livre, l'erreur est impardonnable. Alors pour vous montrer l'erreur, là je vais avoir besoin d'un petit schéma. Ici j'ai représenté le chromosome Y par une étoile. Bien évidemment, il n'y en a pas qu'un,
mais une population d'individus ayant chacun un chromosome Y très proche. À chaque génération, comme on l'a vu, il y a des erreurs de réplication. Du coup, des mutations apparaissent. J'ai représenté ça par des petites flèches noires. Si ces mutations ont lieu dans des cellules sexuelles, elles sont transmises à la descendance. Le chromosome Y change donc au cours du temps, et j'ai représenté ça par un changement de couleur des étoiles. Pour chaque étoile, il faut imaginer un groupe d'humains qui portent un chromosome Y très similaire. On parle d'aplogroupe. Comme chaque humain homme porte un chromosome Y, plusieurs mutations différentes peuvent avoir lieu et être transmises à la descendance, ce qui va donner des lignées divergentes de chromosomes Y. Mais il peut arriver que certaines de ces lignées s'arrêtent car les individus n'ont pas de descendance ou qu'ils n'ont que des filles. Les chromosomes qui passent ces barrières de reproduction continueront à se diversifier. Ce que les scientifiques datent, c'est l'âge approximatif auquel vivait l'aplogroupe ancestral dont descendent tous les haplogroupes vivant actuellement. D'ailleurs, on voit que cet âge n'est pas fixe. Il suffirait que l'on trouve actuellement un chromosome Y descendant de la branche violette, et cela remonterait d'un coup l'âge de l'Adam chromosomique à la position bleu ciel. Comme on peut le voir sur cette image, actuellement en Europe de l'Ouest, l'aplogroupe R1b est dominant. Mais ça ne veut pas dire que c'est le seul, évidemment. Si je prends un échantillon de chromosomes Y de toutes les populations du monde, je peux essayer de construire un arbre phylogénétique pour reconstruire l'histoire évolutive des chromosomes Y humains. Comme on a une idée du nombre de mutations qui s'accumulent au cours du temps, on peut essayer de dater approximativement le moment où toute l'humanité formait un haplogroupe unique. Mais cela ne veut pas du tout dire qu'il n'existait qu'un haplogroupe à l'époque, ni qu'il s'est fixé au moment où il est apparu, et encore moins qu'il correspond à un ancêtre unique. Pour illustrer ça, j'ai imaginé une situation de fixation d'haplogroupe rouge. Au cours de ces croisements, seul le père transmet son chromosome Y. On voit qu'à la 4e génération, l'aplogroupe rouge est fixé, les autres ont disparu. Mais cela ne veut pas dire que c'est à ce moment-là qu'il est apparu, ni que les garçons de la 4e génération ont un ancêtre unique. Regardez bien, ils descendent en ligne directe de leur grand-père maternel qui portait un chromosome Y violet. L'histoire des chromosomes n'est pas l'histoire des individus. Maintenant, je peux faire la même chose pour l'ADN mitochondrial représenté ici par des petits hexagones. Ils ont leur histoire propre qui ne dépend pas de celle du chromosome Y. Encore une fois, l'aplogroupe est fixé à la 4e génération, mais ce n'est pas la génération où cet haplogroupe est apparu, et quand il est apparu, il n'était pas le seul. L'Adam chromosomique et l'Ève mitochondriale ne se sont même pas reproduits ensemble directement, et ils ne sont pas de la même génération. Cela est valable sur mon petit schéma, mais dans la réalité, ils ont pu vivre à des milliers d'années d'écart et à plusieurs milliers de kilomètres de distance. Et la fixation ne s'est pas forcément faite au cours d'un événement unique. Cela n'a donc rien à voir avec l'image que se font les gens d'Adam et Ève. Pour enfoncer le clou, je vous rappelle qu'il existe d'autres chromosomes. J'en ai représenté une paire hypothétique ici, et on voit que cette fois-ci, ce ne sont pas les mêmes ancêtres qui les transmettent. Si on met tout ensemble, on voit bien que l'histoire des gènes n'est pas celle des individus. Dire que l'humanité descend d'un homme et d'une femme unique n'a strictement aucun sens. Je termine avec la confusion autour du dernier ancêtre commun à toute l'humanité, qui aurait vécu il y a entre 2 et 5 000 ans. Alors là encore, c'est très mal dit. Il faudrait dire que chaque personne vivant il y a 5 000 ans, et qui a une descendance continue jusqu'à aujourd'hui, est l'ancêtre de toute l'humanité, et cela un grand nombre de fois. Pour comprendre ce phénomène, qui signifie simplement qu'on est tous cousins, j'imagine un autre arbre généalogique. En gros, assez rapidement, on peut trouver un ancêtre commun avec n'importe quelle personne prise au hasard. Et cet ancêtre commun peut l'être par différentes voies généalogiques. Pour conclure cette partie un peu technique, à aucun moment la science n'a prouvé qu'il n'existait un individu unique ancêtre de l'humanité, ni il y a 5 000 ans, ni il y a 200 000 ans. Et on peut remonter ce raisonnement plus loin. Il n'y a jamais eu une seule cellule unique dont tous les organismes vivants descendent, mais toujours une population de cellules, vivant parmi d'autres populations de cellules, et dont les caractères dont nous avons hérité sont apparus et se sont fixés progressivement au cours du temps. Bref, ces quelques mises au point ne réfutent absolument pas l'existence de Dieu, et pour une bonne raison, c'est que ces explications sont parfaitement compatibles avec Dieu. Et c'est bien le problème. Les 200 pages de raisonnement qui tendent à montrer que le second principe de la thermodynamique prouve que l'univers a un début et donc confirmerait l'existence de Dieu créateur ne sont pas vraiment utiles. Si la science avait montré que l'univers était infini et stationnaire, on pourrait très bien dire que cela prouve la gloire de Dieu, car seul un être infiniment puissant peut concevoir un univers infini. De la même façon, les auteurs nous expliquent que le premier principe de la thermodynamique prouve également l'existence de Dieu. Mais si ce principe était faux, on pourrait très bien dire que seul Dieu est capable de créer et de faire disparaître de l'énergie. Quant aux constantes incroyablement bien réglées de l'univers, si jamais on arrive à montrer qu'elles sont nécessaires et non aléatoires et que des mécanismes font qu'elles doivent prendre ces valeurs lors de la formation de l'univers, on pourra toujours s'étonner devant l'incroyable efficacité de Dieu qui avait tout prévu pour que cela advienne. À propos du vivant, si on découvre que le vivant n'a pas pu apparaître par hasard et que cela nécessite un miracle, ça prouve l'existence de Dieu. Certes, mais si on démontre que le vivant peut apparaître spontanément dans certaines conditions de la Terre primordiale, on pourra très bien dire que Dieu avait rendu toutes ces conditions possibles pour que le vivant apparaisse nécessairement. Et c'est pareil pour l'exception terrestre. S'il n'y a de la vie que sur Terre dans l'univers,
Alors on peut dire qu'il a fallu un miracle divin pour que nous apparaissions sur ce petit bout de caillou perdu dans l'infinité du cosmos, mais si on trouve de la vie ailleurs, voire partout, on pourra toujours louer Dieu d'avoir conçu un univers si propice à la vie. Encore un. Si chaque organisme vivant était fondamentalement différent des autres, cela serait la preuve que Dieu a créé chaque être vivant selon son espèce. Mais si tous les organismes vivants partagent des caractères qui prouvent une ascendance commune, alors c'est bien la preuve que Dieu, qui ne fait rien en vain et ne travaille jamais inutilement, a créé un principe unique de la vie. Les auteurs se piègent un peu à ce jeu-là en nous expliquant que le fait que le monde soit intelligible prouve l'existence de Dieu, mais également que l'immense complexité du monde et tout ce qui nous dépasse et que nous ne comprenons pas est aussi une preuve de son existence. Si Dieu existe, alors absolument tout ce que nous allons découvrir est compatible avec son existence. Mais c'est également vrai pour le matérialisme. Si le matérialisme est vrai, alors absolument tout ce que nous allons découvrir est compatible avec sa réalité. Ainsi, on pourra toujours supposer que tel ou tel miracle est le fruit d'un processus naturel. L'erreur majeure de Bolloré et Bonassi, ici, et je m'étonne quand même que personne ne l'aurait fait remarquer, car il y a quand même des épistémologues dans leurs collaborateurs, c'est que la science est matérialiste en méthode, et en méthode seulement. Mais pourquoi utiliser une méthode comme ça, me diriez-vous? J'adore les questions rhétoriques. Eh bien, c'est très simple. Imaginons que messieurs Bonassi et Bolloré aient raison, que la vie, la conscience, l'univers, la danse du soleil de Fatima soient vraiment des miracles. Eh bien alors on fait quoi? Bah rien. On ne va pas essayer de découvrir quelque chose si par définition on ne peut pas l'expliquer. L'hypothèse de Dieu et des miracles est profondément anti-scientifique, car c'est une vision inhibitrice de la recherche. On ne va pas s'embêter à dépenser du temps et des moyens à chercher quelque chose qu'on ne peut pas trouver. Si les scientifiques sont matérialistes en méthode, c'est-à-dire qu'ils investiguent le réel avec les outils de la nature, c'est qu'ils ne savent pas faire autrement. Même un scientifique croyant fait ses recherches avec des méthodes matérialistes. Qui songerait une seconde à publier un article scientifique disant « C'est plié les gars, on stoppe la recherche dans le domaine, il n'y a plus rien à découvrir, j'ai l'intuition qu'il s'agit d'un miracle ». Ça n'a aucun sens. Dieu pourrait exister, tous les scientifiques pourraient être croyants, ils devraient quand même faire de la recherche avec des outils matérialistes. Et ça nous mène à la définition d'une preuve scientifique. Les auteurs nous sortent une classification des preuves que personnellement je n'ai jamais vue nulle part. Mais je ne suis pas philosophe ou épistémologue, donc là j'admets que c'est peut-être moi qui suis ignorant. Cependant, il n'y a aucune référence ici, et en cherchant dans Google Scholar The Six Group of Proof ou Classification of Scientific Evidence ou The Six Group of Evidence, je n'ai rien trouvé. Ça m'a l'air tout droit sorti du chapeau. Aucune précision sur la différence entre théorie, scénario, hypothèse, prédiction, hypothèse ad hoc. Aucune précision sur les critères de scientificité, car toute théorie n'est pas scientifique, toute prédiction n'est pas scientifique, et toute expérience non plus n'est pas scientifique. On y apprend par ailleurs que la biologie n'est pas modélisable, ou que la théorie de l'évolution n'est ni expérimentable ni modélisable, mais c'est n'importe quoi. Et les modèles d'évolution moléculaire, et la théorie de la coalescence. Dans ces domaines, on fait des modèles mathématiques de ce que devrait être une évolution aléatoire des séquences d'ADN, pour la comparer aux changements observés et en déduire si ces derniers s'en écartent suffisamment pour justifier une pression de sélection. Mais posez-vous la question 2 secondes avant de dire des choses comme ça. Quelle image vous donnez en disant cela? Je suis désolé, mais vous passez pour des charlots. C'est du grand n'importe quoi. Une recherche de 1 seconde sur Wikipédia donne des listes d'expériences sur toutes les branches du vivant. L'évolution expérimentale est un domaine très dynamique de l'évolution et elle s'expérimente tous les jours. La bactériorésistance, l'agriculture, la tolérance au lactose, la drépanocytose, les exemples sont innombrables. On peut aussi faire ça de façon contrôlée en laboratoire, comme avec la célèbre expérience de Lenski. C'est d'ailleurs étonnant qu'il ne parle pas de cette expérience, car les créationnistes tartinent des pages de blog sur internet pour expliquer que cette expérience ne prouve pas l'évolution. Enfin si, la microévolution un peu, ils doivent bien l'admettre, mais pas la macro, car il n'y a pas eu apparition de nouveaux gènes ou de spéciation. À les écouter, on a l'impression que tant qu'on ne verra pas une baleine apparaître à partir de souris mises dans des cages avec piscine au bout de 10 générations, ils ne croiront pas à l'évolution. Donc je précise, pour les plus pointilleux, que les conditions de l'expérience de Lenski n'étaient pas favorables à l'apparition de nouveaux gènes ou à la spéciation. Les bactéries de l'expérience sont des prokaryotes haploïdes. Ces mots compliqués veulent dire qu'elles ne pratiquent pas de sexe à proprement parler. Il est donc beaucoup plus compliqué de parler de spéciation, car elles n'échangent pas de chromosomes avec des partenaires à chaque génération, comme le font les animaux ou les plantes. Si vous voulez des preuves récentes de spéciation, les biologistes en ont recensé de nombreuses, comme la spéciation de l'écrevisse Procambarus virginalis et Procambarus phallax, ou la spéciation en cours des moustiques Culex pipiens et Molestus. Si vous voulez quelque chose de contrôlé en laboratoire, l'agriculture vous fournira également des exemples. En effet, on a remarqué que des traces d'événements particuliers, qu'on appelle des polyploïdisations, ont entraîné des barrières de reproduction brusques entre différents individus de mêmes espèces, ce qui a mené à des spéciations et donc à des espèces différentes. On sait d'ailleurs reproduire ces événements en laboratoire. En traitant des graines à la colchicine, qui est un inhibiteur de mitose, on peut alors produire des plantes avec un lot de chromosomes doublés qu'on appelle des allotétraploïdes.
Leur reproduction avec les plantes parentes diploïdes, quand elle est possible, donne une descendance stérile. On a donc techniquement bien créé une nouvelle espèce. Pour les gènes, leurs apparitions sont rares, bien plus rares que l'apparition des espèces. Les gènes sont très conservés au cours de l'évolution. Il n'y a pas eu d'apparition de nouveaux gènes entre l'homme et le chimpanzé par exemple. Le remaniement chromosomique lors de la reproduction sexuée et les mutations locales créant de nouveaux allèles suffisent à générer une telle diversité. Mais des gènes peuvent quand même apparaître. Différents mécanismes sont connus. On peut citer les crossing-over inégaux qui dupliquent les gènes, ce qui leur permet ensuite de se diversifier et donc de créer des gènes différents. Ces gènes paralogues sont très nombreux dans les génomes. Il y a aussi des éléments autonomes appelés transposons qui peuvent se déplacer dans le génome et réactiver des séquences d'ADN non exprimées. Un autre exemple connu est celui des transferts horizontaux, causés entre autres par des virus qui peuvent insérer leurs gènes ou ceux d'autres espèces dans notre génome, ce qui nous fait gagner des gènes. Enfin, la synthèse de gènes de novo est également possible. Pour déclencher la lecture d'une séquence d'ADN, il faut des portions d'ADN particulières, appelées promoteurs, comme les boîtes CAT ou TATA, dont le faible nombre de nucléotides rend l'apparition spontanée par mutation aléatoire pas totalement impossible. Encore faut-il avoir beaucoup d'ADN non codant, chose que n'ont pas les prokaryotes. Donc sans virus ou présence d'autres bactéries ou d'ADN contaminants, il est peu probable que les bactéries de l'expérience de Lenski acquièrent de nouveaux gènes. Bref, la théorie de l'évolution est bien expérimentable et bien modélisable. C'est une vraie théorie scientifique, une vraie de vraie. D'ailleurs, la théorie de l'évolution fait des prédictions réfutables. Si vous me montrez une espèce que je ne connais pas, je peux prédire l'existence de certains gènes dans son génome. On peut prédire à quel endroit sur Terre on doit trouver un fossile qu'on n'a jamais encore observé. On peut prédire l'existence d'un organe à l'état embryonnaire que l'on ne trouve pas chez une espèce à l'état adulte. C'est ça expérimenter, c'est prendre le risque de se tromper. Un bon indice de scientificité de la théorie de l'évolution, c'est qu'elle a fait des erreurs. Par exemple, des modèles trop adaptationnistes se sont révélés faux. Des animaux ont changé de branche dans les classifications suite à la découverte de nouveaux caractères ou à la réévaluation d'anciens. On peut concevoir des organismes qui n'évoluent pas. Pour ça, il suffit qu'ils se copient à l'identique et ne présentent pas de variations héréditaires. Bref, en lisant ça, dans les premières pages, j'ai eu un mauvais pressentiment. Il faut savoir que le débat sur l'origine de la vie, l'existence d'une force vitale ou la réfutabilité de la théorie de l'évolution a été très riche au cours de l'histoire des sciences du vivant. Un grand panel d'arguments et beaucoup d'esprits brillants ont traité du sujet. En achetant le livre, je pensais trouver quelques bons arguments à la pointe de l'intelligent design. Mais cette classification de la théorie de l'évolution m'a un peu déstabilisé. Je me suis demandé si je n'avais pas affaire à un clown totalement incompétent. Et plus j'avançais dans le livre, plus j'étais en train de me dire que j'avais affaire à un Harun Yahya plutôt qu'à un Alvin Plantinga. Enfin, on apprend aussi dans ce préambule qu'une preuve par témoignage est recevable s'il y en a beaucoup, et qu'il y a des prix Nobel dans le lot. Comment un philosophe a pu valider ça ? Moi j'ai plein de contre-exemples. En voilà un. Des centaines de milliers de personnes peuvent me témoigner avec certitude que l'homéopathie ça marche sur eux. Il y a des prix Nobel, des médecins et de grands scientifiques qui valident ça, et qui proposent des scénarios à base de mémoire de l'eau, et pourtant ils se trompent tous. On peut en citer d'autres. La vague belge d'OVNI, les anges de Mons. Et oui, un témoignage n'est pas une preuve, mille non plus. Un témoignage, c'est un témoignage. Ça exprime le ressenti, la vie, les intuitions, les souvenirs d'une personne. Des fois ils sont bons, des fois non, des fois ce sont des bons indices pour des découvertes, des fois non, des fois ce sont des bons arguments, des fois non, des fois ils peuvent être de bonnes sources historiques, des fois non. Sérieusement, l'accumulation de témoignages de scientifiques, ça me fait penser à une mauvaise publicité pour vanter une pseudo-médecine. C'est pas comme ça que vous allez convaincre des gens avec un peu de culture scientifique. L'abus de l'utilisation des Nobel est insupportable. Ce n'est pas une phrase maladroite, sortie dans une interview journalistique ou un livre grand public pour exprimer une fascination légitime face à l'incroyable beauté du monde et des découvertes scientifiques que l'on juge le travail d'un chercheur. La citation de Yves Coppens, page 274 par exemple, ça peut passer dans le journal L'Express, mais s'il sort ça dans une publication scientifique, les auteurs et les relecteurs vont faire ça va bonhomme, t'as pas l'impression que t'es un peu en train de dire n'importe quoi ? Vous prenez l'exemple de ces vilains savants matérialistes qui refusaient le Big Bang par idéologie. Eh bien, s'ils ont fini par changer d'avis, ce n'est pas en lisant des listes de témoignages de leurs collègues, mais en lisant des comptes rendus d'expérience et des démonstrations extrêmement élégantes et reproductibles. Je trouve qu'il y a un flou général autour de la notion de preuve dans tout le livre, et je vais essayer de donner des exemples concrets pour comprendre. À l'avant-dernier chapitre, les auteurs nous font une réfutation des 20 arguments matérialistes contre Dieu. Et il y a de bonnes choses. Oui, tous les arguments athées ne sont pas bons en effet. Cependant, je vais en rajouter deux, car ils vont m'aider à illustrer la différence entre une théorie et un scénario. Le premier est le sophisme des preuves sous-estimées, ou fallacy of understated evidence. Je ne dis pas ça en anglais juste pour faire stylé, parce que je n'ai aucun accent, mais car on trouve plus de sources comme ça sur internet. En effet, pour chaque fait scientifique fortement compatible avec l'hypothèse d'un Dieu omniscient, omnipotent et omnibienveillant, que j'appellerai omnidieu par la suite, il existe des sous-éléments de cet argument mieux compatibles avec des hypothèses alternatives. Par exemple, si l'univers a un début, c'est effectivement compatible avec Dieu. Mais le fait qu'il ait une fin un peu triste et froide, non.
Comment comprendre la vie éternelle si l'univers ne l'est pas? Ou encore, le monde semble être extrêmement bien réglé pour qu'une vie intelligente se développe, mais il n'y a pas de la vie partout et la seule vie intelligente est constituée d'humains égoïstes et batailleurs. Ou encore, le monde semble être infiniment complexe, mais beaucoup de phénomènes complexes sont le résultat de petites causes parfois très simples, aveugles et sans finalité. Ainsi, tout au long des chapitres, pour chaque fait scientifique cité, on peut trouver des éléments qui, sachant ces faits vrais, sont peu compatibles avec l'hypothèse d'un omnidieu. En voici quelques autres. Le monde est incroyablement bien réglé, mais la réplication de l'ADN fait des erreurs. Les organismes semblent dirigés vers un but, mais beaucoup de phénomènes sont arbitraires et aveugles. Il existe des concordances entre le récit biblique et les connaissances scientifiques, mais aussi des différences notables. Le vivant semble fondamentalement unique et différent de la matière inerte, mais il est composé des mêmes éléments. L'univers est intelligemment construit, mais beaucoup de choses ne sont pas intelligibles. Dieu peut régler les constantes de l'univers à la 120e décimale, mais ne peut pas faire un ADN sans cancer. Dieu est capable de miracles incroyables, comme faire danser le soleil devant des milliers de personnes ou ressusciter un être humain, mais il n'a pas jugé bon de faire une simple mention de l'ADN de la galaxie d'Andromède il y a 2000 ans, ce qui aurait suffi à convaincre une bonne partie des scientifiques. Les auteurs nous disent que Dieu a été bloqué par des contraintes lexicales, car ces mots n'existaient pas à l'époque, ce qui l'a empêché de faire de telles révélations. Mais il aurait très bien pu dire quelque chose comme « Plus tard, les enfants de vos enfants découvriront des choses que vous ne pouvez même pas percevoir avec vos yeux. Ils découvriront que votre chair est constituée de petits morceaux invisibles qui contiennent un langage à 4 lettres. Et loin au-dessus de vos têtes, à des distances que vous ne pourrez jamais parcourir, même en marchant tout droit pendant des milliers de vies, certains des points brillants que vous observez sont en réalité des amas de grandes quantités de soleil. » Si joint une carte du ciel de l'époque où sont pointées les galaxies. Bref, je m'égare un peu. Mais encore une fois, ces preuves sous-estimées ne sont pas un obstacle à l'existence d'un omnidieu. On pourrait par exemple dire que Dieu sauvera les hommes, ou leurs âmes, vers l'éternel, que l'évolution va continuer et que dans un futur inconnu émergera le véritable être intelligent voulu par Dieu, ou enfin que Dieu a créé un monde complexe à partir d'éléments simples, car il est infiniment plus parcimonieux et efficace que le serait un humain. Pourquoi pas? Je suis conscient que pour chaque élément incompatible avec l'omnidieu, il existe des hypothèses pour contourner le problème, même pour des faits aussi problématiques que le mal naturel ou la souffrance des animaux qui n'ont pas péché. Mais d'un point de vue scientifique, ces hypothèses ont un gros problème. Comment être sûr que ce ne sont pas des hypothèses ad hoc conçues juste pour sauver le scénario de l'omnidieu? Personne n'est dupe. La définition de Dieu que les auteurs ont en tête est celle d'un omnidieu. C'est bien un théisme local et non global comme un théisme. C'est-à-dire qu'ils attribuent des propriétés spécifiques à Dieu qui pourraient ne pas être. Et c'est tout à leur honneur, car plus un scénario est spécifique, plus il pourra faire des prédictions précises qui le rendront réfutable. Après, si ces prédictions s'avèrent fausses, on pourra toujours supposer un fait X qui permet de sauver le scénario. Et ça arrive très souvent en science. En effet, on ne réfute pas une théorie dès qu'une expérience la contredit. Par exemple, la théorie de l'évolution nous dit que les tétrapodes partagent une organisation similaire de leurs membres chiridiens, c'est-à-dire des bras et des jambes, car elle est héritée d'un ancêtre commun. Typiquement, il y a un os, humérus ou fémur, puis deux, radius cubitus ou tibia péroné. Mais si vous desséquez une grenouille verte, la deuxième section de la jambe comprend un seul os. J'émets donc l'hypothèse suivante pour sauver la théorie de l'évolution, soit un des deux os, tibia ou péroné, ne s'est pas développé, soit ils ont fusionné par exemple. Mais je ne m'arrête pas là. Il faut aller ensuite investiguer pour vérifier ces hypothèses. Et dans ce cas, on a bien une fusion des deux os. Un autre exemple en physique, je ne vais pas supposer que la théorie de la relativité restreinte est fausse car une équipe a mesuré des neutrinos aux vitesses supraluminiques. Je vais plutôt supposer qu'il y a une erreur d'interprétation des résultats ou une erreur de mesure. J'émets des hypothèses ad hoc. Mais quand on fait de la bonne science, on ne s'arrête pas là. Il faut aller trouver le câble défectueux ou l'erreur de calcul. On ne laisse pas les hypothèses ad hoc s'accumuler, sinon ça pue. Et c'est ça qui me permet d'affirmer qu'à aucun moment les auteurs ne font de la science. Où est la démarche permettant de mettre leurs hypothèses ad hoc à l'épreuve? Tout n'est que construction intellectuelle. Leur Dieu n'est pas scientifiquement prouvé. C'est un scénario cohérent au prix de nombreuses hypothèses ad hoc. Dès lors, on pourrait leur faire le reproche suivant. Qu'est-ce qui nous empêche de faire le choix d'un théisme alternatif? Car l'opposition présentée au début du livre entre déisme et matérialisme est un faux dilemme. On pourrait tout à fait concevoir un Dieu omnipotent, omniscient, mais pas omnibienveillant, qu'on appellera un déisme esthétique. Pour expliquer ce point, je vais prendre la définition trouvée sur la Stanford Encyclopedia of Philosophy. Donc je cite: comme l'omnithéisme, le déisme esthétique implique qu'un être éternel, non physique, omnipotent et omniscient a créé le monde physique. La seule différence alors entre le dieu de l'omnithéisme et la divinité du déisme esthétique est ce qui les motive. Un dieu omnithéiste serait moralement parfait et très fortement motivé par les considérations sur le bien-être des créatures sensibles. Un dieu déiste esthétique, quant à lui, donnerait la priorité aux biens esthétiques par rapport aux biens moraux. La meilleure métaphore ici n'est peut-être pas celle d'un artiste cosmique, mais plutôt celle d'un dramaturge cosmique.
un auteur de la nature qui veut avant tout écrire une histoire intéressante. Comme tout le monde le sait, les bonnes histoires ne commencent jamais par la ligne « Ils ont vécu heureux et eurent beaucoup d'enfants ». Et cette ligne est la dernière ligne de toute histoire qui la contient. De plus, contenir une telle ligne n'est guère nécessaire pour qu'une histoire soit bonne. Si le déisme esthétique est vrai, alors il peut très bien être vrai que tout le monde est une scène et que tous les hommes et les femmes sont simplement des joueurs. En tout cas, l'hypothèse du déisme esthétique fait des prédictions sur la condition des êtres sensibles dans le monde qui sont très différentes de celles de l'hypothèse d'un omnithéisme. Après tout, ce qui fait qu'une histoire est bonne, c'est souvent une lutte intense entre le bien et le mal, et toutes les bonnes histoires contiennent un mélange de mal et de bien. Fin de citation. Ce concept de déisme esthétique est utilisé dans un argument contre l'existence d'un omnidieu. Je l'ai trouvé sur l'entrée athéisme de l'encyclopédie. Mais ce n'est pas la façon dont je veux l'utiliser ici. Je veux simplement dire que si j'ajoute sans retenue des hypothèses ad hoc, alors il m'est impossible de prouver aux sciences scientifiques qu'un des deux scénarios est le meilleur. Je peux au mieux argumenter, démontrer et choisir intuitivement le scénario qui me plaît le plus. Donc pour finir, j'ai essayé de résumer la démarche des auteurs sous la forme suivante. S'il existe des faits scientifiques concordants avec le récit biblique, alors ça prouve l'existence de Dieu. Mais si des faits scientifiques s'opposent à Dieu, ou que des passages de la Bible sont remplis d'erreurs, alors c'est que les expériences sont mal faites, les scientifiques sont biaisés, ou la Bible est mal interprétée. Donc ça prouve quand même l'existence de Dieu. S'ils voudraient vraiment rentrer dans une démarche scientifique, il faudrait qu'ils nous disent quelle démarche est mise en place pour s'assurer que ce n'est pas un coup de chance. Par exemple, le fait de décrire un univers avec un début comme le Big Bang, est-ce que c'est pas juste un coup de bol? Quelles expériences sont apportées pour justifier les torsions du texte ou les faits scientifiques afin qu'ils collent bien entre eux? Le fait que la lumière soit apparue au début dans la création alors qu'elle ne s'est propagée que 380 000 ans après le Big Bang, c'est bien de le justifier, mais quelles sont les expériences mises en place pour vérifier que cette justification est la bonne? Je n'en trouve pas. Et du coup, pour l'autre côté, quels sont les efforts faits pour s'assurer que ce ne sont pas des hypothèses ad hoc quand on explique que les scientifiques sont biaisés ou que la Bible est mal interprétée? Du coup, j'ai rajouté en bleu ce qu'il faudrait pour que leur démarche devienne scientifique. Car je ne dis pas que les auteurs ne justifient pas leurs hypothèses ad hoc, mais ils le font qu'avec des arguments, pas des preuves scientifiques. En science, lorsque l'on cherche à convaincre ses collègues, il faut apporter des preuves autrement plus solides. Ici, comme les conclusions vont toujours dans le sens des auteurs, la suspicion d'un biais idéologique est très forte. Où est l'équivalent d'une randomisation ou d'une expérimentation en aveugle ici pour appuyer leur scénario? Bah, il n'y en a pas. À aucun moment, les auteurs n'apportent une preuve dont ils ne maîtrisent pas les conclusions à l'avance. Absolument tous les arguments qu'ils avancent sont des faits récoltés pour appuyer leurs hypothèses, et les rares contradictions apportées sont évacuées, parfois très maladroitement, par des scénarios. Toutes leurs prédictions ne sont en fait que des rétrodictions. Où sont les prédictions de faits nouveaux, non encore observés, et dont l'observation ou non pourrait contredire leur scénario? Je n'en vois pas. Leur hypothèse de Dieu ne sert qu'à une chose, relire les événements du passé déjà connus, pour les faire coller à leur conception de Dieu. À aucun moment les auteurs ne prennent un risque et tentent de se mettre à l'épreuve du futur. C'est pourtant ce que font les scientifiques en permanence. Alors je me demande, qu'est-ce qui les ferait changer d'avis? Quels éléments futurs viendraient les faire douter de leurs conclusions? Eh bien je n'ai pas trouvé la réponse dans ce livre, il n'y a donc pas l'ombre d'une démarche scientifique. Et voilà, j'ai fini. À aucun moment je n'ai voulu réfuter l'existence de Dieu ici. Ce que j'ai cherché à montrer, c'est que les auteurs semblent ne pas savoir ce qu'est une preuve scientifique et n'hésitent pas à faire intervenir une vision totalement erronée de la biologie pour appuyer leur thèse. Et c'est vraiment dommage, car il n'y avait nullement besoin de faire cela. Il y a aussi des choses intéressantes dans ce livre, l'argument des causes premières, l'argument de la contingence, pourquoi quelque chose plutôt que rien. Franchement, ce sont des arguments que je trouve convaincants et me font réfléchir. Bon, je ne saute pas à pieds joints dans le déisme, car j'ai toujours du mal à comprendre comment une cause immatérielle peut avoir des conséquences matérielles. Actuellement, je reste prudent sur le sujet car j'ai peur que ce soit des questions qui me dépassent ou que la réponse de Dieu soit trop simple, mais pourquoi pas? J'aimerais en savoir plus sur le sujet. Pourquoi ne pas vulgariser ce que les théologiens compétents, s'il y en a, disent sur le sujet? Au lieu de ça, vous allez chercher des arguments totalement faux ou 1000 fois dénoncés par les sciences au cours de l'histoire. En faisant ça, vous discréditez votre livre. Vous participez à creuser le fossé entre personnes religieuses et scientifiques et vous jetez un flou malsain sur une frontière qui a mis des siècles à se construire pour le plus grand bien de la science et de l'humanité. Clairement, vous exploitez le manque de connaissances scientifiques du grand public. Donc pour finir, voici mes 3 principales conclusions. Il n'y a aucune preuve scientifique de Dieu dans ce livre, seulement des arguments. Les éléments concernant la biologie sont faux ou mal interprétés, et même si Dieu existait et que tous les scientifiques étaient croyants, la science devrait toujours être matérialiste en méthode.